Donc, je repars l'enregistrement et c'est parti. Alors, Christian, c'est quand tu veux. Super, donc merci Alice. Donc merci à tous d'être présents pour ma présentation ce midi. Donc je vais commencer par me présenter moi-même. Donc mon nom est Christian Longtin, je suis physiothérapeute de formation donc j'ai gradué de l'Université de Sherbrooke là, en 2016 et puis j'ai poursuivi une formation en recherche là, qui m'a mené au doctorat actuellement. Puis c'est ça que je vais vous présenter un peu là, donc quelques donc le travail dans le cadre de mon doctorat. Mais également, là, plus en général, je vais vous présenter une approche, là, donc une nouvelle approche qu'on a développée pour aider surtout les cliniciens, mais également donc les patients qui sont aux prises avec des douleurs lombaires. Donc, c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais avant que de commencer, en fait, là, à rentrer dans le vif du sujet, et on va faire un petit rappel de ce qui est la lombalgie, donc, ou la douleur lombaire. Donc, comme vous pouvez le constater, hein, donc, c'est principalement donc, défini la lombalgie par la localisation de la douleur, que c'est généralement entre donc, la 12e côte et le haut des fesses, donc la région des lombaires. Par contre, elle peut être souvent accompagnée de douleurs qui descendent dans les jambes. Et pour certaines personnes, on va avoir même des symptômes neurologiques qui sont possibles. Donc, on parle entre autres de petits fourmillements, de douleurs qui forment de chocs électriques qui descendent dans les jambes, des petits engourdissements même, et qui peuvent expliquer parfois par lorsque des nerfs ou des racines nerveuses qui partent de la région lombaire sont atteints. De manière plus générale, la lombalgie, en fait, c'est une condition qui est également très prévalente. Donc, elle est très commune. Les statistiques, là, les dernières statistiques mentionnaient que près de un peu plus de 80% de la population générale va avoir mal au dos au moins une fois dans leur vie. Et parmi ceux-ci, là, plus de la moitié, jusqu'à 10 épisodes de maux de dos. Donc, c'est également une condition qui est très récurrente. Et finalement, on parle d'une condition qui est également très incapacitante, premièrement parce que la tranche d'âge des personnes touchées par cette condition-là, c'est surtout les travailleurs. Elle se classe là, parmi le top 3 des causes d'incapacité au travail. Donc, ça amène des coûts aussi exorbitants. Donc, on parlait un peu de pénurie de main-d'œuvre, mais aussi ça amène un haut taux d'absentéisme, cette condition-là. Ce qui est intéressant avec la douleur lombaire, c'est qu'on peut identifier trois grandes catégories de personnes qui souffrent de douleur lombaire. Donc, si on prend un échantillon de 100 personnes, comme vous voyez là, bien, on estime que près qu'une à deux personnes vont présenter une douleur qui pourrait être expliquée par des conditions, des pathologies plus graves, qui vont nécessiter une prise en charge davantage médicale par votre médecin, par exemple. Et dans le jargon clinique, on parle des drapeaux rouges. Les drapeaux rouges, c'est quoi? Ben, comme j'ai mentionné, c'est des pathologies, comme par exemple, ça peut être des cancers, des fractures, même des infections, qui va expliquer la présence de douleurs lombaires chez le patient. Par contre, ça, c'est une très faible minorité. Mais il y a de 5 à 10 des gens qui souffrent de douleurs lombaires qui, eux, vont, comme je l'ai dit, vont avoir des symptômes neurologiques plus sévères. Puis souvent, dans le fond, c'est avec des candidats là, à la chirurgie. On parle entre autres là, de l'atteinte des nerfs, comme le fameux nerf sciatique, où que là, la douleur est présente plus au bas du dos, mais surtout dans les jambes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que une très grande majorité, là, on parle près de plus de 90 vont avoir ce qu'on appelle une lombalgie, donc une douleur lombaire qui est dite non spécifique. C'est-à-dire que même après une évaluation là, vraiment approfondie, autant au niveau clinique que même avec des examens d'imagerie, on ne sera pas en mesure d'identifier avec précision là, et certitude la cause qui explique la douleur lombaire. Donc, quelle structure qui fait mal ou autre, c'est difficile vraiment à identifier. Et c'est pour ça qu'on parle avant de lombalgie non spécifique, mais surtout, ces personnes-là sont des bons candidats à la réadaptation, donc la physiothérapie ou même l'ergothérapie. Donc, du point de vue vraiment de l'individu maintenant, les impacts de lombalgie sont assez multiples, puis ça se répercute sur trois grandes sphères. Donc, on va utiliser le terme ou le concept biopsychosocial. Qu'est-ce qu'on veut dire vers la sphère bio ou biologique? Mais là, on fait vraiment référence là, à l'atteinte au niveau des structures, au niveau du dos, qui va provoquer de la douleur en tant que telle, donc la douleur dans le bas du dos, qui sont souvent liées à des mouvements, puis qui vont nous empêcher de faire certaines activités. Par contre, les conséquences peuvent être également au niveau au niveau plus psychologique. On sait que la douleur lombaire
surtout lorsqu'elle est persistante, va amener, par exemple, ça peut être des troubles au niveau de l'anxiété, même des dépressions. Ça peut aussi, on va avoir vraiment des croyances qui vont venir des certaines attitudes, des comportements typiques ou spécifiques qu'on va adopter pour nous aider à gérer cette condition-là. Et finalement, il y a également des conséquences au niveau de l'aspect plus social, donc autant au niveau du contexte social plus personnel, donc son réseau de support, ses amis, ses proches. Des fois, ça va mener à de l'isolement, hein, donc on va éviter d'aller de participer à certaines activités à cause de notre douleur au niveau dans le bas du dos. Mais également au niveau du travail, comme je l'ai mentionné, donc des fois, il y a des travails qui sont plus exigeants physiquement, ça va amener plus d'incapacité et même de l'absentéisme, donc des absences au travail. Donc, comme si on regarde au niveau clinique, un des enjeux principaux pour le clinicien, donc le thérapeute qui voit son patient qui souffre de douleur lombaire, c'est comme je l'ai mentionné, en fait, c'est qu'il existe plusieurs structures qui peuvent causer ça et on est souvent face à un cas de lombalgie non spécifique, ce qui rend en fait là, le choix de traitement par le clinicien difficile. Bref, c'est difficile pour le thérapeute, après son évaluation, de choisir le bon traitement pour le bon patient et ce, même au bon moment. Donc, il existe plusieurs outils là, pour optimiser ou faciliter la prise en charge de cette condition-là. Puis, un des outils que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est les guides que je vais vous parler en fait, là, c'est des guides de pratique clinique. C'est quoi ces guides-là? Ben, en fait, c'est en gros là, un recueil de recommandations qui est développé par un regroupement d'experts dans le domaine. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont se baser un peu sur toutes les évidences, les données qu'on a, les évidences scientifiques, pour formuler plein de recommandations qui visent à guider ou à outiller le clinicien pour optimiser sa prise en charge. Une des choses, en fait, là, un des messages clés qui provient de ces guides-là que je voulais vous partager, c'est que c'est unanime parmi tous les guides de pratique clinique, la réadaptation est recommandée pour l'ensemble des patients qui souffrent de douleur lombaire et ça souvent en première ligne. Donc, c'est vraiment la première chose qui serait à faire avant de penser, par exemple, à une chirurgie ou des infiltrations. Donc, sachant cela, ben, le professionnel de la réadaptation, c'est vraiment le professionnel tout indiqué pour dispenser ces soins-là. Donc, en plus des guides de pratique clinique, il existe aussi là, ce qu'on appelle des systèmes de classification. Donc, c'est quoi ça? Ben, c'est encore un outil qui est destiné pour le thérapeute. Et ça, dans le fond, là, qu'est-ce que ça vise à faire? C'est que, donc, comme peut-être vous le constatez, la population qui souffre de douleurs lombaires, même s'ils ont le même diagnostic, ils sont tous très différents l'un et l'autre. Donc, chaque patient est unique. Il faut prendre en considération ça. Puis les systèmes de classification, qu'est-ce qu'ils visent à faire? C'est de regrouper ces patients-là en différents sous-groupes. Et ça, ces regroupements-là, là, il va se faire en fonction de certaines caractéristiques. Donc, par exemple, au niveau de l'intensité de la douleur ou le type de douleur qui est présent ou les limitations qui sont présentes chez le patient. Donc, on va les diviser en différents sous-groupes et on va donc leur donner un traitement qu'on estime basé sur de la recherche antérieure qui va être le plus optimal pour ce sous-groupe-là. Bref, ça vise à outiller, donc à permettre ou à aider le clinicien à choisir le bon traitement pour le bon patient. Malheureusement, malgré ces guides de pratique clinique-là et ces systèmes de classification-là, ben, on ne s'en va pas encore dans la bonne direction. Puis pourquoi que je vous parle de ça et que je suis un peu pessimiste? C'est parce qu'on note qu'il y a vraiment une bonne augmentation, on a près de 17,5 du niveau de capacité qui est associé, donc qui est expliqué à cause de la lombalgie, donc entre 2007 et 2017. Mais surtout, on voit une grande augmentation là, dans les besoins en réadaptation de la population générale. Puis ça, ce besoin-là a vraiment augmenté dans les dernières années. Et vous me voyez venir, ben, la douleur lombaire, c'est vraiment la cause la plus commune qui nécessite des soins en réadaptation. Donc, ça demeure un enjeu de santé là, assez important qu'il faut adresser. Par contre, ça vaut la peine aussi de se demander pourquoi que ça marche pas, pourquoi ça va pas mieux là, malgré toute la recherche, tous les efforts qu'on y met. Mais il existe plusieurs raisons qui expliquent ça, puis j'en ai sorti deux pour vous. La première, c'est en lien avec les guides de pratique clinique. Je mentionnais qu'il y en existe plusieurs et tout, mais leur implantation, leur utilisation par les cliniciens, elle demeure vraiment sous-optimale. Pourquoi? Ben, ça peut être des facteurs qui sont reliés au clinicien lui-même. Souvent,
ils connaissent tout simplement pas l'existence de ces guides-là, mais aussi des fois, il y a des notions de croyance ou même d'attitude en lien envers ces guides-là qui font en sorte qu'ils les utilisent pas. Mais il y a également une caractéristique associée à ces guides-là eux-mêmes. Tu sais, c'est des gros, gros documents, il y en existe plusieurs, puis l'information est assez complexe. Et même pour un clinicien là, qui est expert dans son domaine, c'est difficile des fois à s'y retrouver. Donc, au niveau de l'applicabilité, ben, on va en repasser. Puis finalement, il y a également au niveau des enjeux organisationnels, c'est-à-dire la charge de travail et les contraintes de temps pour le thérapeute qui fait en sorte qu'il n'y a pas de temps à consulter ces gros documents-là volumineux. Puis, au niveau des systèmes de classification que je vous parlais, ben nous, là, on est vraiment coupable de ça souvent en physiothérapie. On met beaucoup d'emphase sur le bio, donc la douleur en tant que telle, les mouvements et tout, mais pas assez au niveau de l'aspect plus psychosocial. Puis, c'est la même chose qu'on voit dans le système de classification. Fait que ça fait en sorte que ben, ça en résulte à des résultats qui sont assez mitigés pour une grande partie de la population qui souffre de douleurs lombaires et qui ont vraiment là, des facteurs plus psychosociaux qui jouent un rôle dans leur douleur. Donc, tout ça a amené, dans le fond, nos fameux experts, donc les chercheurs dans ce domaine-là, à émettre, dans le fond, la recommandation ou à émettre un besoin client pour une nouvelle perspective dans la prise en charge de cette condition-là. Puis, selon eux, là, je vous résume ça en 4 petits points. Cette nouvelle perspective-là ou cette nouvelle prise en charge de cette condition-là devrait passer par en fait, un cadre, donc d'offrir un cadre ou une structure pour le clinicien qui va lui permettre de guider son raisonnement clinique, c'est-à-dire donc son évaluation, mais aussi le choix de traitement, de choix, comment comment il va prendre soin de son patient. Puis ce cadre, cette structure-là devrait être vraiment centré sur le patient, donc ses besoins, ses objectifs, ses valeurs, et tout ça ancré dans une perspective qui est bio-psychosociale, bien évidemment, et basée sur les meilleures évidences scientifiques qu'on a à ce jour. Donc, tout ça, dans le fond, c'est un peu ce préambule-là, m'amène à cette diapositive-là, qui est un peu le sujet de ma présentation aujourd'hui. Donc, en fonction de ces besoins-là que je vous ai mentionnés, c'est là que le professeur Yannick Touziana-Plante, qui est un chercheur là, à l'École d'adaptation à l'Université de Sherbrooke et qui est mon superviseur au doctorat, il a développé en fait ce modèle-là, qui est en fait un cadre diagnostique qui s'intitule le modèle de gestion des vecteurs de douleur et d'incapacité. Ça mange quoi en hiver, ça? Bien, en gros, en fait, c'est vraiment un cadre qui sert à structurer puis guider le raisonnement clinique du thérapeute. Mais surtout, ce qui est novateur, en fait, c'est que malgré le fait que les patients ont tous le même diagnostic, donc une douleur lombaire ou une lombalgie, ce cadre-là sert à établir le profil clinique qui est unique et spécifique aux patients dans le but d'établir les meilleures cibles d'intervention. Donc, ce profil clinique-là, lui, c'est quoi? En fait, il va être basé sur l'identification d'éléments ou de facteurs qui peuvent expliquer la présence de douleur et d'incapacité chez notre patient. Puis ces vecteurs ou ces facteurs-là sont divisés en 5 grands domaines que vous voyez ici. Donc, il y a un domaine des facteurs nociceptifs, il y a un domaine lié aux dysfonctions ou aux problèmes associés au système nerveux, les comorbidités, tous les facteurs en lien avec les cognitions, nos croyances, nos perceptions, mais aussi nos émotions, et également le contexte plus social et occupationnel. Donc, ces vecteurs-là ou ces facteurs-là sont regroupés en 5 grands domaines que je vais présenter plus en détail dans les prochaines diapositives. Mais qu'est-ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces vecteurs ou ces facteurs-là sont divisés en 2 grandes catégories. Donc, des facteurs qui sont plus communs, puis qu'on va avoir qui va être plus facilement modifiables par une prise en charge en réadaptation, puis d'autres facteurs qui sont plus complexes, puis un peu moins modifiables. Maintenant, je vous présente un peu là, une nouvelle image de ce modèle-là que peut-être que vous avez vu passer là, soit dans votre pratique si vous êtes des professionnels de la santé, ou peut-être que votre thérapeute vous en a parlé. Mais donc, c'est le même modèle. Par contre, ici, vous avez des images un peu là, d'éléments ou de facteurs que je vous parlais qui sont divisés dans les catégories A et la catégorie B. Si ça vous tente de consulter un article scientifique qui porte sur ce modèle-là, il y a un lien là, ici que vous pouvez cliquer dessus puis qui est accessible. Mais là, à partir de maintenant, je vais vous faire un petit tour d'horizon là, des différents domaines, puis qu'est-ce qu'on y retrouve. Fait que sachez en fait que cet outil-là, c'est vraiment destiné pour le clinicien, donc le professionnel de la physiothérapie, qui va utiliser ça lors de son évaluation.
Donc, c'est pour ça que je parle, dans le fond, que le patient présente, parce que c'est vraiment là, un outil qui est destiné au clinicien, mais qui va optimiser, donc qui va amener de meilleurs résultats pour le patient, on l'espère. Donc, dans le domaine 1, on parle des vecteurs ou des facteurs de douleur nociceptive. Donc, c'est là que les systèmes de classification que je vous parlais rentrent en jeu. Le clinicien, lorsqu'il va évaluer son patient, il va déterminer si le profil du patient est compatible ou non à un système de classification qui existe déjà dans la littérature et qui est enseigné, dans le fond, aux physiothérapeutes. Si c'est le cas, bien, il va pouvoir entrer dans la catégorie A et des approches spécifiques vont lui être recommandées puis qui ont été reconnues pour bien agir et contrôler la douleur du patient. Par contre, si le patient, après son évaluation, son profil est jugé non compatible à un système de classification-là, donc là, on va utiliser des approches non spécifiques, donc plus générales. Puis des exemples de patients, par exemple, qui présentent des déconditionnements, donc qui ont perdu beaucoup de force ou d'endurance à cause de leur douleur, ou bien qui ont eu une chirurgie et là, qui font de la réadaptation après. Mais c'est des exemples de patients qui rentrent dans la catégorie B pour laquelle des approches plus générales vont être plus recommandées. Donc, ça, c'est le domaine le plus technique. Là. Je vous dirais que c'est normal si vous ne comprenez pas tout, mais ça, c'est plus destiné pour le clinicien. On passe maintenant au niveau du domaine 2, qui est en fait avec les facteurs de dysfonction du système nerveux. Bien, en gros, c'est que tout ce qui est en lien avec le système nerveux, c'est là qu'on va le prendre en considération. Donc, il y a deux grandes catégories. La catégorie A, on va parler de plus de sources périphériques, c'est-à-dire c'est vraiment plus au niveau des nerfs, au niveau de la moelle épinière, qui va être atteint. Puis le fameux exemple que je vous donne, ben, là, je vous parle de radiculopathie, de douleur neuropathique, mais pensez plus communément à l'atteinte du nerf sciatique ou la fameuse sciatalgie. Mais c'est ça, dans le fond, donc une irritation du nerf qui va causer des petites brûlures, des chocs électriques qui peuvent descendre dans les jambes et qui peut être présent souvent lorsqu'on a des hernies discales, par exemple. Au niveau de la catégorie B, là, on parle dans du plus complexe. Mais là, on parlait de ce qu'on réfère souvent là, à l'hypersensibilité du système nerveux ou bien la sensibilisation centrale. C'est un terme clinique pour mentionner comme quoi que lorsqu'on est en douleur, lorsqu'on est en présence de douleurs chroniques, de douleurs persistantes, il y a des changements qui arrivent au niveau du système nerveux, donc au niveau des neurones, et qui vont faire en sorte que le message de la douleur va se diriger plus facilement vers le cerveau, et qui va faire en sorte que on va avoir des seuils de douleur qui vont être plus bas et donc des choses, des activités, des mouvements qu'on va faire qui ne faisaient pas mal avant vont faire mal maintenant. Donc, c'est ça qu'on veut parler, qu'on fait mention dans la catégorie B. Donc, certains patients qui ont des douleurs lombaires persistantes vont présenter des évidences de sensibilisation centrale. Donc, on prend en considération ces éléments dans notre évaluation. Pour vous aider un peu à l'imager, ce concept de sensibilisation centrale-là, j'utilise souvent l'analogie du champ de maïs. Donc, imaginez dans le fond que vous habitez de l'autre côté du champ de maïs, vous voyez votre petite maison ici, bien, vous avez normalement l'habitude de contourner ce champ-là pour y accéder. C'est plus long, mais c'est souvent ça que vous avez décidé de faire. Par contre, une journée, vous étiez plus pressé, vous décidez de fond de couper à travers votre champ de maïs pour vous rendre plus directement à votre maison. Ben, initialement, oui, ça a été un peu plus rapide, mais c'était difficile parce que vous avez dû vous battre contre ces champs de maïs-là pour les tasser, pour les attacher, pour faire votre chemin. Puis là, vous remarquez, ben, ça peut être intéressant de réutiliser ce chemin-là. Et même qu'il y a peut-être d'autres personnes dans votre voisinage qui vont utiliser ce chemin-là pour se rendre là. Mais éventuellement, à force de l'utiliser, ce chemin-là va être de plus en plus invitant et facile à parcourir parce que les champs de maïs vont avoir tout été écrasés. Ben, c'est le même principe qui se passe avec une douleur persistante. Le message de douleur va passer plus facilement pour se rendre au cerveau, mais également, ces messages-là, il va y avoir des messages, d'autres messages, en fait, qui vont prendre cette voie-là et qui ne devraient pas être douloureux, mais qui vont l'être maintenant. Donc, c'est peut-être une petite analogie qui peut vous aider à comprendre ce concept-là qui est assez complexe, là, même pour des cliniciens. Là, même pour moi, ça a été difficile de vraiment bien comprendre ça. Donc, je voulais quand même là, vous aider à essayer de mieux l'imaginer. Donc, si on continue dans l'exploration des domaines, on tombe maintenant dans tout ce qui est les comorbidités. C'est quoi ça, les comorbidités? Bien, c'est vraiment tout simplement des conditions de santé, des problèmes de santé qui sont associés, qui sont concomitants à la douleur lombaire. Donc, si nos patients qui sont de douleur lombaire, souvent, des fois, ils peuvent avoir des conditions sous-jacentes de fibromyalgie, ils peuvent avoir de l'arthrose, par exemple, à la hanche. Donc, il faut prendre ça en considération dans notre plan de traitement.
mais également des comorbidités au niveau de la santé mentale, parce qu'il y a il y a quand même une forte prévalence de troubles anxieux, de dépression, même chez les patients avec des douleurs lombaires qui sont davantage persistants. Donc, en tant que clinicien, il faut prendre en considération là, ces d'autres problèmes de santé-là, parce que ça va influencer sur notre plan de traitement et notre prise en charge. Et on passe maintenant au quatrième domaine, donc tout ce qui est en lien avec les vecteurs cognitivo-affectifs. Cognitivo, on parle de cognition, de nos pensées, nos croyances, c'est quoi un peu notre compréhension de notre condition de santé. Mais aussi, on va parler également de perception d'efficacité personnelle. Dit autrement, c'est un peu notre croyance en nos capacités à réaliser une activité avec succès. Donc, par exemple, j'ai la douleur lombaire, je ne me sens pas capable vraiment d'aller marcher jusqu'au dépanneur, parce que c'est un bon 2 km, ou au contraire, oui, je me sens capable de faire cette marche-là. Donc, vraiment, là, ça fait référence à notre capacité ou à notre perception d'efficacité personnelle. Il y a également au niveau des émotions, donc tout ce qui est l'anxiété ou même la peur de bouger, et qui va en faire en sorte qu'on va adopter certains comportements qui rentrent dans la sphère B, donc des comportements qu'on va juger davantage mal adaptés ou qui ne vont pas nous aider à prendre en charge ou à mieux fonctionner. Par exemple, on se blesse en se penchant pour ramasser un objet au sol. Bien là, on va se dire, crime, je me suis blessé, je me suis fait mal comme ça, je vais éviter ce mouvement-là. Mais des fois, c'est pas toujours une bonne chose de faire ça, parce que ça peut mener à éviter certains mouvements et même certaines activités qui étaient importantes pour nous, mais qu'on ne fait plus à cause de notre douleur. Et maintenant, à notre cinquième domaine, et donc je vous parlais un peu de tout les vecteurs contextuels, mais en fait, ça fait référence au contexte occupationnel, donc en lien avec le travail. On peut penser, entre autres, à quelqu'un de douleur dans le bas du dos, mais qui a un travail très exigeant physiquement, qui doit être assis longtemps dans son ordinateur assis. Donc, c'est des choses qui vont influencer sur notre condition, puisque si on doit faire ce travail-là, ben, ça peut des fois là, nuire à notre adaptation. Mais c'est tout en lien avec nos attentes par rapport au travail, notre stress, notre niveau de satisfaction en lien avec notre travail, c'est à considérer. Puis au niveau social, là, comme vous avez pu peut-être le constater, c'est moins modifiable là, en clinique, mais c'est important de considérer tout le support de son entourage, mais aussi le soutien professionnel auquel le patient peut avoir accès ou non. Donc, ça fait le tour, dans le fond, des 5 grands domaines qui regroupent plusieurs éléments, plusieurs vecteurs de douleur et d'incapacité. Pour vous donner un exemple maintenant plus clinique de comment on utilise ça, ce modèle-là, comment que votre thérapeute, s'il est formé sur ce modèle-là, comment il va l'utiliser pour mieux vous prendre en charge. Mais prenons par exemple mon cas de physiothérapeute. Je vois en clinique 2 patients, donc le patient A et le patient B, qui ont le même diagnostic de douleur lombaire. Par contre, comme on l'a mentionné plus tôt, même sur un même diagnostic, ça ne veut pas dire qu'ils sont pareils les deux. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir le même traitement pour les deux non plus. Donc, moi, je vais les voir en clinique et je vais les évaluer en fonction du modèle, donc des 5 grands domaines que je vais appliquer dans mon évaluation initiale. Et suite à mon évaluation, je vais obtenir peut-être deux profils complètement différents. Dans le cas du patient A, ben lui, c'est vraiment des facteurs en lien avec la douleur nociceptive, donc le domaine 1, qui est vraiment plus problématique ici. Donc, on peut penser peut-être qu'il y a une douleur plus aiguë, qui, par exemple, qui s'est barré le dos, donc qui va être important pour lui de diminuer ses symptômes avant de travailler autre chose. Tandis qu'on a un patient B, peut-être que lui, c'est vraiment plus les domaines 2, donc les dysfonctions du système nerveux, et les domaines 4, les facteurs cognitivo-affectifs, qui sont plus problématiques. Donc, on peut penser à un patient qui est plus en douleur chronique, qui présente peut-être des évidences de sensibilisation centrale, des douleurs qui sont plus généralisées, ou bien également donc des cognitions, des pensées, des émotions qui vont lui mener, peut-être qui vont être jugées moins bien adaptées ou qui vont avoir une influence sur la sévérité de sa douleur ou de ses limitations, par exemple. Donc, on a 2 patients avec un même diagnostic, mais 2 profils complètement différents qui vont, moi, m'aider à choisir le bon traitement et qui, on le suspecte, vont différer. Donc, pour mon patient A, je vais utiliser des modalités antalgiques, donc qui servent à diminuer, à moduler ses symptômes, à l'aide, par exemple, des exercices plus spécifiques ou même la thérapie manuelle qui peut être pertinente dans certains cas. Par contre, dans mon autre patient, je vais utiliser plus une approche de réassurance, une approche plus éducationnelle et qu'on va utiliser une approche plus générale, moins spécifique,
qui va mettre l'emphase sur reprendre certains mouvements peut-être qui étaient plus craintifs pour éventuellement améliorer sa qualité de vie aussi. Donc, voici un exemple de comment on peut appliquer en tant que thérapeute qui suit des patients douleurs lombaires ce modèle-là. Et pour vous donner un peu plus d'informations de comment ça fonctionne, donc tout ça, cette évaluation-là, donc l'obtention du profil clinique du patient, bien, ça se fait via un outil donc, qui est accessible à l'aide d'une tablette électronique. Donc, en premier lieu, le patient, lorsqu'il se présente pour son rendez-vous en physiothérapie, va remplir une série de questionnaires sur une tablette. Par la suite, il va être pris en charge et évalué par le physiothérapeute ou le technologue en physiothérapie. Et lui, donc le thérapeute, va devoir remplir quelques petites questions à la fin de son évaluation. Et finalement, ça va lui permettre d'obtenir donc ce rapport-là, qui est en fait le profil clinique complet du patient, que ça tient sur une page. Et on a le profil clinique avec les différents domaines, mais également une série, là, dans le fond, des scores du patient au niveau du questionnaire, puis qu'est-ce que ça veut dire au niveau clinique pour le thérapeute. Donc, c'est comme ça qu'on obtient le profil clinique spécifique au patient qui va nous permettre de mieux intervenir, d'être plus spécifique et personnalisé pour les besoins de notre patient. Maintenant, la grande question que vous vous posez, bien, est-ce que ce modèle-là est efficace ou non pour mieux prendre en charge nos patients? Bien, c'est à cette question-là que je me suis penché dans le cadre de mon étude, de mon projet au doctorat, que je vais vous présenter brièvement ici. Mais donc, comme vous pouvez voir ici, j'avais deux grands objectifs. Le premier, en fait, c'est de voir est-ce que c'était faisable ou non de faire une étude qui va déterminer si mon modèle est efficace ou non. La première chose, mais en deuxième temps, j'ai été explorer un peu l'efficacité de ce modèle-là, mais je l'ai comparé, donc j'ai comparé l'efficacité du modèle aux recommandations qui provenaient des plus récents guides de pratique clinique. Donc, pour faire ça, je vous explique un peu comment que je me suis pris. Mais j'ai recruté, dans le fond, des cliniques d'hypnothérapie dans la région de l'Estrie, la région de Montréal. J'ai divisé en deux groupes ces cliniques-là. Donc, un groupe qui recevait la formation sur un modèle et un groupe qui recevait une mise à jour sur les plus récentes recommandations qui proviennent des guides de pratique clinique. Par la suite, j'ai recruté, dans le fond, des cliniciens et ces cliniciens-là, principalement des physiothérapeutes, ont recruté des patients qui venaient les consulter en clinique pour une douleur au bas du dos. Puis nous, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a pris des mesures lors de l'évaluation initiale, lors de la première rencontre, mais également à 6 semaines et 12 semaines plus tard pour voir comment ils avaient évolué dans le temps. Et là, j'ai comparé, dans le fond, moi, ces patients-là, qui recevaient une prise en charge en thérapie basée sur le modèle, à les patients, dans le fond, qui recevaient une prise en charge basée sur les guides de pratique clinique. Donc, un petit peu de détails sur mes participants qui étaient mes cliniciens. Donc, ça comprenait autant les physiothérapeutes que des technologues en physiothérapie. Puis, ils devaient bien sûr travailler auprès de patients avec une douleur lombaire et participer à une formation en fonction du groupe auquel ils étaient assignés. Au niveau de mes patients maintenant, donc tout adulte qui consultait ou qui était référé en physiothérapie pour une douleur lombaire était admissible. Par contre, il fallait qu'il ait accès à une adresse courriel pour recevoir les questionnaires à 6 et 12 semaines. Toutefois, une petite précision, tous les patients qui avaient une douleur lombaire qui étaient suspectés d'être causés par des drapeaux rouges. Donc, on se souvient, les fameuses pathologies plus graves là, qui nécessitent une prise en charge davantage médicale, bien, ils étaient exclus, puis ils étaient référés à un professionnel de la santé là, approprié, comme qui est fait en clinique actuellement. Donc, au niveau du recrutement, comme je l'ai mentionné, on crée des cliniques de physiothérapie dans la région de l'Estrie et de Montréal, puis on s'assurait d'avoir une variété de cliniques qui provenaient autant du domaine public, donc du système de santé public, que privé. On recrutait en fond les professionnels de la physiothérapie par l'entremise des gestionnaires, des cliniciens, et les patients étaient recrutés directement par les professionnels de la physiothérapie lors de l'évaluation initiale du patient. Donc, pour mes participants physiothérapeutes, eux qui étaient assignés au groupe qui recevait, dans le fond, une formation de 8 heures sur le modèle que je vous ai mentionné, les objectifs, en fait, c'est qu'ils devaient s'approprier les bases du modèle et de savoir comment l'appliquer dans leur pratique pour qu'ils puissent le faire durant l'étude.
Dans l'autre groupe, donc le groupe contrôle ou le groupe témoin, ben, ces cliniciens-là, donc ces physiothérapeutes-là, recevaient une formation de 3 heures qui, en fond, servait de présenter les recommandations provenant des plus récents guides de pratique clinique. Donc, vous avez ici un exemple, une petite infographie qui était donnée aux cliniciens à la fin de la formation pour qu'ils aient ça un peu comme un aide-mémoire en clinique. Ça les aidait, dans le fond, à appliquer ces recommandations-là dans leur pratique avec leurs patients. Donc, si on regarde maintenant, c'est sur quoi je me suis basé pour dire, premièrement, si mon étude était faisable ou non. Bien, on regardait voir un peu si j'étais en mesure d'appliquer mon étude, donc les procédures de l'étude, c'est-à-dire est-ce que j'étais en mesure de bien collecter les données que j'avais besoin, mais aussi, surtout, est-ce que j'étais en mesure de recruter assez de participants et aussi est-ce que je suis en mesure de les garder dans le temps? C'est-à-dire, est-ce que mes patients que je recrutais initialement, est-ce qu'ils répondaient ou non à mes questionnaires? Mais ça, on voulait savoir ça. Et au niveau de l'efficacité, donc mon modèle, est-ce qu'il est efficace ou non? Mais comme je le mentionnais, je comparais dans le fond mes patients entre les deux groupes, mais aussi on considérait leur évolution dans le temps. Et pour dire si mon modèle était efficace ou non, donc voir un peu son efficacité et de dire est-ce que mes patients se sont améliorés ou non, mais je me basais sur plusieurs choses. Donc, au niveau de la sévérité de la douleur, au niveau de l'interférence de la douleur dans le quotidien du patient, mais également, on pouvait évaluer là, lors de l'évaluation initiale, donc la première rencontre, leur niveau de risque d'avoir un mauvais pronostic. Le niveau donc, de croyance, peur et évitement. Donc, est-ce que mon patient avait des croyances qui pouvaient être associées au concept de peur et évitement, c'est-à-dire il a peur, souvent, là, les patients peuvent avoir peur de se reblesser, donc ils vont éviter certains mouvements, certaines activités dans leur quotidien par peur de se reblesser. Donc, ça, on voulait évaluer ça. Mais également, comme je l'ai mentionné, donc, il y a aussi le niveau de perception d'efficacité personnelle. Et de manière plus générale, on voulait voir le niveau de satisfaction du patient par rapport à ses rôles sociaux, mais ses activités sociales également. Donc, tout ça, ces mesures-là m'ont permis de dire est-ce que mes patients se sont améliorés ou non et est-ce que le modèle, donc la gestion de l'état de douleur et d'incapacité, est-ce qu'ils étaient plus efficaces pour améliorer ces variables-là chez mes patients. Donc, si on parle à la section résultats maintenant, bien, au niveau de la faisabilité de l'étude, je vous confirme que tout s'est bien déroulé. Donc, on n'a pas eu de problème majeur lors de l'étude. Et à part, par contre, quelques petites difficultés techniques avec Lime Survey, qui est la plateforme que je vous ai présentée sur la tablette, là, donc qui servait à recueillir toutes nos données là, pour l'étude. Donc, des fois notre questionnaire il y avait discuté de compatibilité avec les cellulaires, mais aussi, là, des fois, c'était long à charger, puis le questionnaire pouvait être long. Donc, ça nous amène à identifier certaines pistes d'amélioration pour des études futures. Donc, entre autres, de revoir un peu la plateforme sur laquelle on a utilisé le questionnaire pour avoir de quoi de plus performant. Au niveau du recrutement, mais ça a très bien été également. Donc, on a eu 16 cliniques qui ont participé, 44 cliniciens, donc 91 patients qui ont été recrutés. Par contre, je ne vous cacherai pas que la COVID-19 a eu un impact important au niveau de notre recrutement. Donc, le variant Omicron, là, c'était vraiment directement dans notre période de recrutement. Puis aussi, une bonne partie de mon recrutement s'est faite durant les fêtes. Donc, on sait que la fréquentation des milieux cliniques là, était moindre un peu, mais tout de même, ça s'est bien passé. Par contre, on a perdu beaucoup de cliniciens puis de cliniques, soit par de la réaffectation. Tu sais que dans le milieu hospitalier, c'était très exigeant. Donc, il y a beaucoup de cliniciens qui ont dû aller prêter main forte là-bas. Mais aussi, des fois, on perdait tout simplement contact avec certaines cliniques sans trop savoir pourquoi. Donc, on visait à avoir une meilleure communication à l'avenir avec eux là, pour s'assurer d'un meilleur déroulement. Puis finalement, au niveau de la rétention, donc à 6 semaines, 76% des patients recrutés initialement ont répondu à mes questionnaires. Par contre, seulement 57% à 12 semaines. Donc, on a perdu plus de patients qu'espéré, mais une des raisons qui pourrait expliquer ça, c'est que malheureusement, dans le cadre de mon étude au doctorat, je n'avais pas de financement. Donc, on n'a pas pu compenser financièrement ces patients-là qui ont pris du temps à répondre aux questionnaires. Fait qu'on estime que si on était capable de chercher ce financement-là puis de les compenser, mais ça pourrait aider à avoir un meilleur taux de suivi là, puis d'avoir un meilleur taux de réponse chez mes participants. Si on regarde maintenant au niveau des cliniques et cliniciens recrutés,
Il y a beaucoup de données, mais je vous résume ça là, en quelques mots. Donc, ici, on a vraiment, là, dans les deux cas, là, quand même une bonne partie de cliniques privées. Malheureusement, on a deux cliniques là, qui ont recruté aucun patient dans mon groupe contrôle. Et aussi, si on regarde là, ici, ben, 10 cliniciens et près de 2 tiers de mes cliniciens, en fait, dans mon groupe contrôle, n'ont recruté aucun patient. Donc, ça explique un peu là, que j'avais beaucoup plus de patients recrutés dans mon groupe intervention que mon groupe contrôle. Et finalement, si on regarde au niveau des cliniciens, ben, l'âge moyen légèrement plus jeune, donc 33 ans et demi là, dans le groupe intervention, mais au niveau de l'année d'expérience, là, c'est assez similaire. Donc, à ce niveau-là, là, c'était pas mal similaire entre nos deux groupes. Par contre, si on regarde au niveau de nos patients, donc ici, là, ça fait référence aux caractéristiques d'avantages socio-démographiques, donc l'âge, le sexe, le statut de travail, la durée de la douleur. Ben, le constat qu'on fait, c'est que c'est pas mal similaire entre nos deux groupes. Fait qu'on avait des patients similaires, mais qu'est-ce que je tenais à vous mentionner, c'est que dans mes deux cas, là, une bonne partie, là, quasiment plus du 2 tiers des patients avaient des douleurs qu'on caractérise chroniques, donc douleurs persistantes, donc de plus de 3 mois. Et même dans les deux cas, plus de la moitié là, avaient des douleurs depuis 1 an. Si on passe maintenant au niveau des caractéristiques plus cliniques, donc tous les résultats des patients sur les variables, sur les mesures de résultats que je vous ai mentionnées, bien, ça s'est inscrit là. Donc, qu'est-ce qu'on réalise, c'est que mes patients dans mon groupe intervention, donc, qui recevaient dans le fond l'intervention basée sur le modèle, il y avait un profil clinique un peu plus complexe. Pourquoi je dis complexe? Bien, parce que lors de l'évaluation initiale, en moyenne, les patients avaient un plus haut, leur douleur interférait davantage dans leur quotidien. En moyenne, il y avait une plus grande proportion de patients qui avaient un risque élevé d'avoir de la douleur et de l'incapacité à long terme. Et le niveau de croyance par évitement en lien avec les activités physiques était plus élevé dans mon groupe intervention. Donc, en général, mes patients dans mon groupe intervention, ils l'avaient plus rough un peu, si on peut dire ça de même. Donc, je suis maintenant à vous présenter un peu là, les résultats de mon projet, puis c'est sur les variables que je vous ai mentionnées. Je vais vous présenter des graphiques ici qui peut, à première vue, avoir un peu compliqué, mais je vous explique brièvement, là, puis on va faire le tour, on va le décortiquer ensemble. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que de manière générale, pour l'ensemble de mes variables, mes patients dans le groupe intervention ont mieux fait, se sont plus améliorés que les patients dans le groupe contrôle, ce qui est très encourageant. Puis pour vous l'expliquer plus en détail, je vous présente mes graphiques. Donc ici, on a la variable sévérité de la douleur. Ici, si on prend la ligne qui est plus bleu pâle, c'est les patients dans mon groupe intervention. Et dans le bleu foncé, c'est le groupe témoin, le groupe contrôle. On a plein de petits picots ici. Ça fait référence à tous mes patients dans chacun des groupes. Et vous avez vu, j'ai 3 points centraux ici. Et ça fait référence au temps de mesure. Donc ici, on a à l'évaluation initiale, donc au début du projet, 6 semaines et 12 semaines plus tard. Ici, ce qu'on peut voir, en fait, c'est le résultat au niveau de la sévérité de la douleur qui était mesurée sur une échelle de 0 à 10. 10 étant une douleur beaucoup plus élevée, 0, aucune douleur. Donc ici, on a vraiment la moyenne des patients de mon groupe intervention. Ici, c'est mon groupe contrôle. Donc, on peut voir initialement, mes patients dans mon groupe intervention avaient plus de douleur que mon groupe contrôle. Par contre, on peut voir leur évolution dans le temps. Donc, on peut voir que dans les deux cas, les patients se sont améliorés. Donc, il y avait moins de douleur. Donc, il y avait moins de douleur chez une échelle de 0 à 10. Comme vous pouvez voir ici, dans les deux cas, l'amélioration est pas mal similaire au niveau de la sévérité de la douleur. Par contre, si on fait le même exercice au niveau de l'interférence de la douleur dans leur quotidien, bien là, on peut voir, comme je l'ai mentionné, que initialement, mes patients dans mon groupe intervention avaient plus de douleur, plus d'interférence que mes patients dans mon groupe contrôle. Mais qu'est-ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on voit une nette diminution dans mon groupe intervention, donc sur le modèle que je vous présente aujourd'hui, tandis qu'il y a une diminution moindre dans le groupe contrôle. Donc, c'est ce qui me permet de dire que mes patients se sont mieux améliorés que dans mon groupe intervention. Donc, on va répéter un peu le même exercice pour les autres variables. Je vais les présenter plus rapidement.
Donc ici, en lien avec la sensibilisation centrale que je vous ai parlé plus tôt, bien, on peut voir que dans les deux cas, ils se sont légèrement améliorés, mais c'est moins significatif par contre. Ici, au niveau de la perception d'efficacité personnelle, la petite particularité qu'il faut savoir, contrairement aux autres variables, un score plus élevé était associé est associé à une mesure plus positive. Donc, on voulait que leur score augmente pour qu'il s'améliore. Et on peut voir ici que autant qu'à 6 semaines, le groupe contrôle se sont plus améliorés, mais ça ne s'est pas perduré dans le temps à 12 semaines, tandis que mon groupe interventions se sont améliorées de façon constante à 6 et 12 semaines. Si on regarde au niveau du croyance par évitement, autant en lien avec le travail que l'activité physique, bien, on note encore une fois une amélioration dans les deux cas et même beaucoup plus présente dans mon groupe contre intervention qu'on peut voir ici. Et c'est la même chose pour le niveau de satisfaction. Donc, on peut voir ici que les deux cas se sont bien améliorés. Et encore une fois, là, initialement, mes patients, mon groupe intervention, il y avait un moins haut niveau de satisfaction, mais ça s'est bien amélioré à 12 semaines. Donc, ça fait le tour un peu pour les résultats. Mais la dernière chose que je voulais vous présenter, c'est le niveau de risque, donc associé à un mauvais pronostic, donc à une mauvaise évolution. Donc, initialement, lors de l'évaluation initiale, on peut remarquer que près de la moitié des patients dans mon groupe intervention présentaient un niveau de risque élevé d'avoir encore de la douleur et de l'incapacité à long terme, tandis que seulement le quart de ces patients-là dans mon groupe contrôle. Mais si on regarde 12 semaines plus tard, bien, on voit qu'il y a une nette diminution donc de 34 de proportion des patients qui ont un niveau élevé là, à 12 semaines. Donc, on passe de 52 à 18 Mais ici, on a une diminution, mais beaucoup moindre, donc seulement de 11 Encore une fois, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? C'est que 12 semaines plus tard, il y avait beaucoup moins de patients qu'on estimait avoir un niveau de risque élevé d'incapacité de douleur à long terme. Donc, je suis conscient que c'était beaucoup, beaucoup d'informations, mais si on fait une petite récapitulation de tout ça, bien, mon projet m'a permis d'obtenir des évidences quand même prometteuses là, par rapport au niveau de l'efficacité du modèle de gestion des vecteurs de douleur et d'incapacité. On a vu que mes patients faisaient mieux que mes patients dans le fond, de mon autre groupe, le groupe contrôle, et ça donc à 12 semaines. Par contre, il faut quand même rester prudent. Pourquoi? C'est parce que c'est quand même une petite étude que j'ai menée. Puis si je veux statuer avec un haut niveau de confiance, si je veux être confiant que mon modèle est vraiment plus efficace, il va me falloir plus de données, plus de patients et même des mesures à plus long terme pour voir s'il se maintient dans le temps cette belle amélioration-là qu'on a notée. Par contre, à la lumière de ces résultats-là, on note que le modèle, donc cette formation-là donnée aux physiothérapeutes sur le modèle de gestion des vecteurs de douleur et d'incapacité, bien, il semble être pas mal pertinent pour les patients, surtout qui présentent une plus grande contribution des facteurs psychosociaux à leurs conditions de douleur. Puis ça, donc, on estime que ça pourrait être particulièrement pertinent pour les patients qui ont des douleurs qui sont lombaires, qui sont chroniques, qui sont persistantes, mais aussi ça répond à un besoin criant pour les physiothérapeutes parce que, comme je vous ai mentionné, là, on est coupable de beaucoup mettre l'emphase sur l'aspect plus physique, plus bio, mais on se sent souvent peu outillé ou mal outillé pour faire face, pour prendre en charge des patients qui ont plus des facteurs psychosociaux qui expliquent leur douleur. Donc, tout ça, en fait, là, mon projet vise et ultimement, dans le fond, à améliorer la qualité de la prise en charge, mais aussi la qualité de vie des patients qui vivent avec une douleur lombaire. Et les prochaines étapes, en fait, ça serait d'adapter le modèle pour, une part, favoriser son implantation clinique et son utilisation par les cliniciens pour améliorer leur prise en charge, mais aussi l'adapter pour toutes conditions là, douloureuses et non pas seulement pour la lombalgie. Alors, j'aimerais remercier un peu mes deux directeurs, mais également mes organismes subventionnaires qui m'ont permis, dans le fond, là, avec leur subvention, de faire ce projet-là. Et je serai prêt à prendre vos questions. Puis si jamais vous venez me contacter, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse suivante. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup, Christian. Je vais suspendre l'enregistrement et comme ça, on va pouvoir passer aux questions.